Le 6 octobre 1988, un certain Ken Wood se présente au poste de police de Walker, au Michigan, avec une étrange histoire. Ken Wood m'a raconté que son ex-femme avait été mêlée à des homicides dans une maison de soins de la région. L'ex-femme de Ken, Katie Wood, est préposée aux patients au Alpine Manor, une maison de soins de santé. Ken dit à la police qu'elle lui a avoué avoir aidé une autre préposée à tuer 5 patients à l'hiver 1987. Les policiers l'écoutent attentivement déballer l'histoire de sa vie avec Katie. Après avoir fréquenté pendant quelques mois Ken Wood, alors âgé de 20 ans, Katie, âgée de 17 ans, tombe enceinte et épouse Ken sur le champ. Elle donne naissance à une fille en février 1980. Ken était frappé par l'incapacité de Katie à créer un lien avec le nouveau-né. L'enfant l'énervait. Elle ne passait pas de temps avec sa fille. Katie se replie sur elle-même et refuse de faire quoi que ce soit dans la maison. Elle devient en quelque sorte une recluse dans sa propre demeure. Ken espère que l'emploi de préposé aux patients qu'elle vient de décrocher au Alpine Manor lui sera bénéfique. Il y avait un noyau de préposés qui socialisaient ensemble et plusieurs d'entre eux étaient homosexuels. Ils sortaient souvent dans une discothèque gay. Katie s'est rapidement mêlée à ce milieu. La vie de Katie a changé du tout au tout. Elle avait du plaisir, il faisait la fête, il sortait dans les bars gays. Elle développe bientôt une liaison avec une de ses collègues. Dans cette relation homosexuelle, elle avait appris à communiquer comme jamais elle n'en avait été capable avec son mari. Elle se sentait égale à sa partenaire et trouvait cela beaucoup plus gratifiant qu'une relation hétérosexuelle. Le comportement de Katie humilie Ken et le rend mal à l'aise. C'est à ce moment qu'il découvre son côté sombre. Avec le temps, il a remarqué qu'elle jouait avec ses sentiments. Par exemple, elle demandait à des jeunes filles d'appeler à la maison et de prétendre être une ex-petite amie de Ken, tandis qu'elle écoutait sur la ligne. C'est le genre de jeu auquel Katie Wood s'adonnait avec n'importe qui afin de semer la zizanie. Elle voulait être reine au milieu de tous ces drames. Au mois d'août 1986, après 7 ans de mariage, Katie demande le divorce. Ken déménage et part avec leur fille. Katie est indifférente. Elle ne voulait pas vraiment être mère. Elle voulait être le centre d'attention. Mais il est difficile de le devenir en restant enfermée à la maison avec son enfant et son mari. Un mois plus tard, Katie fait la connaissance de Gwen Graham, une autre préposée aux patients. Gwen travaillait à la maison de soins. Je ne lui prêtais pas beaucoup attention. Mais un jour, j'étais assise dans la salle du personnel et Gwen est entrée et j'ai remarqué ses cicatrices. Alors j'ai commencé à l'observer un peu. Elle me faisait sentir belle et spéciale. Elle osait faire des choses que j'aurais aimé faire. Leur relation dure 9 mois, jusqu'à ce que Gwen décide soudainement de retourner vivre dans sa ville natale, Tyler, au Texas. C'est à ce moment que Katie avoue à Ken qu'elle et Gwen ont tué 5 patients durant leur relation. Les enquêteurs de Walker ne savent pas quoi penser. Vu la gravité de ces allégations, les enquêteurs envisagent la possibilité qu'elles soient fausses et que Ken cherche à se venger de Katie. Le lendemain matin, les enquêteurs vérifient les antécédents de Ken et de Katie Wood et ne trouvent aucun casier judiciaire. Les enquêteurs communiquent avec le service de police de Tyler, au Texas, où Gwen Graham vit désormais. Elle est toujours recherchée pour avoir fait des chèques sans provision 3 ans auparavant, mais son dossier ne fait état d'aucun acte de violence. L'étrange histoire de Ken Wood force les enquêteurs à interroger Katie Wood. J'étais sceptique, mais lui croyait Katie. Je sentais que cette histoire pourrait prendre de l'ampleur. Nous devions déterminer si elle était coupable ou non. Les policiers obtiennent un mandat pour fouiller la maison de soins. Ils vérifient les dossiers des employés et ceux des patients.
On s'intéressait surtout aux patients qui étaient morts alors que Gwen Graham et Kathy Wood travaillaient ensemble. Si je me souviens bien, Ken Wood nous avait donné le nom de 2 ou 3 victimes, notamment celui de la première victime, Margaret Chambers. Le 18 janvier 1987, Marguerite Chambers meurt après avoir résidé 5 ans au Alpine Manor. La cause de sa mort est jugée naturelle. Elle a 60 ans. Un mois plus tard, Myrtle Luce, âgée de 95 ans, meurt de ce qui semble être un arrêt cardiaque. Gwen m'avait dit qu'elle allait se la faire. C'est ainsi que nous disions cela, se la faire, pour éviter que personne ne comprenne. Et si c'était le cas, j'étais censée expliquer que ce n'était qu'une blague. Je ne devais rien dire à ce sujet. Moins d'une semaine s'écoule avant la mort suivante. Le 16 février, une préposée aux patients découvre Mae Mason, morte à l'âge de 79 ans. Mae Mason était morte d'un arrêt cardiaque. Elle souffrait également d'Alzheimer. L'infirmière de garde avait fait sa ronde 2 heures plus tôt et son état était normal. 2 heures plus tard, elle était morte. Les dossiers d'hospitalisation font état de la mort de 2 autres patientes au cours des semaines suivantes. Belle Burkhart et Edith Cook décèdent dans leur chambre. La plupart des personnes qui sont placées en maison de soins y entrent pour y mourir. Et dans 99% des cas, il n'y a ni autopsie ni examen médical. Le nombre de morts n'a pas du tout augmenté au cours de la période où Gwen Graham et Kathy Wood ont travaillé là. Il n'y a donc rien qui indique que des gens ont été tués. Mais un étrange incident met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Un des patients avait dit qu'on l'avait attaqué, mais personne ne l'avait pris au sérieux puisque plusieurs des patients du Alpine Manor souffrent de démence ou d'hallucinations. On entend souvent « On me poursuit, on veut me tuer ». Les enquêteurs comparent les dates des morts aux horaires de travail de Kathy et de Gwen. Nous avons découvert que toutes ces morts coïncidaient avec les périodes où les 2 femmes étaient de garde. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les enquêteurs questionnent les collègues de Kathy et de Gwen à propos de tout incident louche dont ils auraient pu être témoins. Lorsque Kathy et Gwendolyn Graham sont entrées à l'emploi du Alpine Manor, tout le monde croyait que c'était des femmes bien. Mais après quelque temps, les gens ont commencé à se méfier d'elles, car elles étaient très proches l'une de l'autre et elles jouaient constamment à des petits jeux. Le centre de soins est en quelque sorte devenu un terrain de jeu pour Kathy et Gwen. C'est Kathy qui inventait et menait ces petits jeux. Par exemple, Kathy et Gwen changeaient des patients de chambre afin de déstabiliser les autres employés. D'après leurs collègues, les comportements étranges de Gwen et de Kathy vont bien au-delà de la simple plaisanterie. Kathy semblait prendre plaisir à semer la pagaille. Elle appelait parfois un homme pour lui demander s'il savait ce que faisait sa femme, puis elle appelait la femme pour lui demander si elle savait où était son mari. Elle se plaisait à instiller le doute chez les gens simplement pour créer des drames. Elle aimait exercer un contrôle sur la vie des gens. Lorsqu'on leur demande s'ils croient que Kathy et Gwen ont tué 5 patients, les autres préposés ne sont pas unanimes. Quelques-uns de leurs collègues croyaient qu'elles avaient commis ces meurtres, mais d'autres ne les croyaient pas capables de telles horreurs. J'ai cru nécessaire d'aller chercher Kathy au travail ce jour-là et de l'emmener au poste de police pour l'interroger. Kathy déclare à la police qu'elle a inventé l'histoire de toutes pièces pour faire une blague à son mari. Je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était une blague. Après 40 minutes d'interrogatoire, elle a finalement dit « Je n'ai pas inventé l'histoire, mais je n'y ai pas été mêlée. C'est Gwen Graham, la coupable. »
involved. It was Gwen Graham. En octobre 1988, à Walker, au Michigan, les enquêteurs soupçonnent Katie Wood et Gwen Graham d'avoir tué 5 patients d'une maison de soins, mais n'ont aucune preuve d'acte criminel. Katie livre aux policiers la même histoire qu'elle a racontée à son mari, Ken Wood. Gwen enroulait une débarbouillette et la plaçait sur le nez et la bouche de la victime afin de l'étouffer. Selon Kathy, Gwen tuait des patients pour, soi-disant, relâcher la pression. Elle était souvent très tendue et tuer des patients l'aidait à se relaxer. Il s'agit de meurtres commis pour le plaisir. Ce type de meurtre témoigne d'une personnalité déviante. Si ces femmes ont commis des meurtres, c'est pour l'excitation. Il est plutôt rare de voir 2 femmes impliquées. Seulement 5% des crimes violents sont commis par des femmes. Gwendolyn Graham était simultanément atteinte de 2 troubles de la personnalité. Elle souffrait d'un trouble de personnalité limite et elle manifestait beaucoup de caractéristiques liées à la psychopathie. Cela signifie que son humeur et ses relations interpersonnelles étaient extrêmement instables. Elle vacillait sans cesse de la bonne à la mauvaise humeur, de l'amour à la haine, de la joie à la tristesse. Elle avait aussi des comportements agressifs ou antisociaux à l'endroit des autres. Gwen a passé la majeure partie de son enfance sur une ferme près de Tyler, au Texas. Après la 5e année, mes parents sont déménagés au Texas et j'y ai passé la plus grande partie de mon adolescence. Le père de Gwen l'a élevée selon une sorte de psychologie rurale, faute d'un meilleur terme. Il croyait qu'il était bon qu'un enfant assiste à la vie comme à la mort et qu'il voit comment les animaux sont transformés en nourriture. Gwen a donc souvent dû assister à l'abattage de cochons ou à la décapitation de poulets. Une fois, son père a même ordonné à son frère de tuer Misty, le petit chien qu'elle aimait beaucoup, parce qu'il avait aboyé après un cheval, ce qui avait fait tomber le cavalier. Gwen a déterré la dépouille du chien et a placé ses dents et son crâne dans une petite boîte d'albâtre en forme de cœur qu'elle traînait partout avec elle. Sa mère ne lui témoignait pas beaucoup d'affection. Son père croyait que si une mère prenait son enfant dans ses bras, l'enfant deviendrait une personne faible. Gwen a donc passé une bonne partie de son enfance sans aucun contact physique avec sa mère. Selon Gwen, son père est devenu un toxicomane violent qui l'a abusé sexuellement. Les gens atteints d'un trouble de personnalité limite ont souvent l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Ils ont besoin de quelque chose qui les stabilise. Pour ce faire, ils ont souvent recours à l'automutilation. Gwen avait 31 brûlures qu'elle s'était infligées en éteignant des cigarettes sur ses bras, en plus de plusieurs petites entailles. Ce sont des brûlures de cigarettes et quelques entailles. Je me suis fait ça à 16 ans. J'étais en colère. À cause des abus sexuels, et j'ai tenté de me rendre si laide que les abus cesseraient. À l'âge de 22 ans, Gwen déménage à Grand Rapids, au Michigan, et se trouve un emploi de préposée à la maison de soins Alpine Manor, où elle fait la connaissance de Katie. Katie Wood a elle aussi connu une enfance tourmentée. Elle est née en 1962 près d'une base aérienne dans l'État de Washington. Son père avait servi au Vietnam. L'enfance de Catherine Wood est un peu mystérieuse. Nous n'en savons rien hormis ce qu'elle en a dit. Elle affirme qu'elle a été délaissée, que sa mère était très dure avec elle, que son père était violent
et qu'elle avait très peu d'amis. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais une enfant très timide. Même ses premières expériences sexuelles ont été quelque peu troublantes. Elle était tombée amoureuse d'un garçon et pendant leur première relation sexuelle, elle s'est rendue compte que c'était une fille. Elle a fait toute une histoire de cette première expérience homosexuelle, affirmant qu'elle s'était sentie confuse et trahie. Mais en vérité, Kathy savait précisément à qui elle avait affaire. Elle n'a jamais cru que c'était un garçon. Elle avait inventé toute cette histoire pour s'attirer la sympathie des gens. Kathy Wood a reçu un diagnostic de personnalité pathologique présentant des comportements narcissistes. Les narcissistes sont des gens extrêmement égocentriques, qui ne voient les autres que comme des moyens de satisfaire leurs désirs. Ils ne voient chez les autres que ce qu'ils peuvent leur apporter et se croient supérieurs à tout le monde. C'est une forme de mégalomanie qui leur laisse croire que les règles ne s'appliquent pas à eux. Dès leur première rencontre, il se forme un lien étrange entre Kathy Wood et Gwen Graham. Il y avait entre elles une sorte de synergie. Kathy était une personne beaucoup plus rusée et manipulatrice, tandis que Gwen était beaucoup plus franche et agressive. Leurs personnalités étaient donc semblables, mais l'une d'elles était beaucoup plus rusée. D'après Kathy, Gwen a commencé à commettre ses agressions à la fin de janvier 1987. Gwen devenait de plus en plus violente. Elle déclare à la police qu'après avoir tué Marguerite, Gwen l'a forcée à tuer d'autres patients. Kathy montait la garde devant la chambre où les meurtres étaient commis. Kathy prétend que sa copine l'a terrifiée. Gwen se promenait supposément dans la maison de soins avec des débarbouillettes dans sa poche arrière dans le but d'intimider Kathy et de lui laisser savoir que c'était elle qui portait la culotte dans leur couple sanguinaire. Je suis allée voir Ken car j'avais peur que quelque chose ne m'arrive. Elle m'a dit n'avoir joué aucun rôle dans cette histoire. Elle était très convaincante. Elle n'assumait aucune responsabilité. Je l'ai trouvée très manipulatrice. De son côté, Tom, mon collègue, tentait d'éclaircir le mystère. J'avais l'impression qu'elle ne disait pas toute la vérité, qu'elle avait une arrière-pensée. Tenter de décrire Kathy Wood, ce serait comme tenter de décrire un caméléon. Elle pouvait se transformer n'importe comment pour atteindre ses buts. Elle pouvait être très gentille et passive, presque comme une victime, mais elle pouvait aussi être très froide et brutale. Lorsque les enquêteurs font part à Kathy de leurs doutes concernant sa déclaration, elle leur affirme pouvoir leur prouver sa véracité. Elle dit posséder des lettres de la part de Gwen, ainsi que des souvenirs volés dans les chambres des patients que Gwen a tués. Ce soir-là, nous sommes allés chez elle et nous avons obtenu une boîte pleine de lettres qu'elle avait reçues de Gwen Graham. Mais elle n'a retrouvé aucun des souvenirs qu'elle nous avait dit avoir volés aux victimes. Les enquêteurs encaissent une autre déception lorsqu'ils constatent que les lettres ne lient aucunement les deux femmes au crime. Nous étions déroutés. Nous ne savions pas où se dirigeait l'enquête. Nous avions l'impression de tourner en rond. Les enquêteurs sont toujours incapables de confirmer les histoires de Kathy quant au meurtre au Alpine Manor. Elle accepte de se soumettre au détecteur de mensonges. Elle y a échoué. L'opérateur de polygraphe a eu l'impression qu'elle avait forgé cette histoire de toutes pièces. Mais Tom Freeman était convaincu qu'elle disait vrai. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs décident de questionner Gwen Graham. J'ai finalement pris l'avion pour Tyler, au Texas, où j'ai rencontré les enquêteurs locaux. Grâce à une accusation de fraude par chèque qui pèse sur Gwen Graham, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Ils sont accueillis par Gwen et sa copine qui vivent ensemble.
Elle ne fait qu'1,60 m. Elle avait l'air douce et polie. Elle ne ressemblait pas à la personne que tout le monde m'avait décrite. Gwen accepte de se rendre au poste de police pour subir un interrogatoire pendant que les policiers fouillent sa maison. Ils ne trouvent rien qui la lie au meurtre commis au Alpine Manor. Au poste de police de Tyler, les enquêteurs questionnent Gwen. Ce qu'elle leur révèle les prend par surprise. Les policiers de Walker, au Michigan, enquêtent sur la mort de 5 patients dans une maison de soins. Ils se rendent à Tyler, au Texas, pour interroger leur suspecte principal, Gwen Graham, accusée des meurtres par son ancienne petite amie. Gwen affirme ne rien savoir de ces meurtres. Je n'étais pas présente au moment où ces gens sont morts. Je travaillais quelque part dans l'immeuble, c'est tout ce que je sais. Cathy a l'esprit dérangé, elle dit n'importe quoi. Lorsque les enquêteurs questionnent Gwen quant à sa relation avec Katie Wood, elle dit que tout allait pour le mieux au début, mais que leur relation a ensuite tourné au vinaigre. Pour l'Halloween, Gwen s'est déguisée en patiente du Alpine Manor. Elle portait même le genre d'appareil de contention utilisé sur certains patients. Plus tard, au lit, Cathy s'est servie de ces appareils pour attacher Gwen, et c'est ce qui a donné le ton à leur relation sexuelle. Le désir de manipulation de Katie commence à créer des frictions entre elles. J'en avais assez de la guerre psychologique qu'elle menait contre les gens. Gwen prétend que Katie était violente et dominatrice. Alors, Gwen s'est embarquée dans une aventure secrète avec une autre préposée de la maison de soins. Gwen affirme avoir craint pour sa vie lorsqu'elle a finalement laissé Katie. Cathy a menacé la nouvelle petite amie de Gwen de faire jeter Gwen en prison pour très longtemps. Cette menace a fait peur à Gwen, qui est brièvement retournée vivre avec Katie Wood. C'est pendant cette période que Cathy l'a attachée et qu'elle a menacé Gwen de l'arme à feu qu'elle lui avait prise. Je l'implorais de ne pas tirer. Elle m'a regardé de façon étrange et a quitté la maison. Gwen affirme aux enquêteurs qu'elle a finalement échappé à Katie en retournant à Tyler, au Texas. Elle nie catégoriquement avoir été mêlée à une quelconque histoire de meurtre. Elle a prétendu que Cathy était fâchée parce qu'elle avait rompu avec elle. Je lui ai demandé si elle était prête à se soumettre au détecteur de mensonges. Et elle a dit oui. Les résultats du détecteur de mensonges ne sont pas concluants. Les policiers retournent à Walker, au Michigan. En l'absence de preuves de meurtre, la majorité des enquêteurs sont prêts à laisser tomber l'enquête. Tous mes supérieurs et même mes subalternes croyaient qu'elle avait inventé toute l'histoire pour faire une blague et que l'affaire ne se rendrait jamais dans le bureau du procureur. Je comprends d'où venaient leurs doutes, puisqu'à ce stade de l'enquête, l'histoire était tirée par les cheveux. Mais l'enquêteur Freeman ne peut se résoudre à abandonner l'enquête. Son instinct lui dit qu'une chose terrible est survenue au Alpine Manor. Le 17 octobre 1988, il confronte Cathy au sujet du test polygraphique qu'elle a échoué. J'ai dit à Cathy, je sais que tu as trempé dans tout ça. Tu as échoué le test parce que tu refuses d'admettre que tu étais impliqué dans les homicides. Elle est partie et j'ai cru que l'histoire était close. Incroyablement, 3 jours plus tard, elle m'a appelé. Elle voulait discuter. Cette fois, Cathy avoue qu'elle et Gwen ont planifié les meurtres ensemble dans le cadre d'un jeu qu'elles appelaient le jeu du meurtre. Dans l'univers où vivaient Cathy et Gwen, c'était une union parfaite. Ce qui manquait à l'une, l'autre l'avait. Lorsque ces deux femmes sont entrées en contact, comme dans toute réaction chimique,
ça a créé une explosion. Et dans une explosion, les gens meurent. Le but du jeu était de tuer les patients dans un ordre déterminé afin que les initiales de toutes les victimes composent le mot « murder », meurtre. Le problème avec ce jeu d'épellation du mot « meurtre », c'est que pendant l'assassinat, certains patients étaient plus robustes et se battaient pour survivre. Elles n'arrivaient pas à les tuer. Elles n'ont donc jamais pu épeler le mot « meurtre ». Vers la fin, elles ne choisissaient que les patients faciles à tuer. Gwen était facilement influençable pour plusieurs raisons. D'abord, sa personnalité ne lui permettait pas d'avoir une conception stable du bien et du mal. Elle était donc très malléable sur ce point. Ensuite, elle avait un comportement fougueux et très impulsif. Elle ne se demandait jamais si ce qu'on lui demandait de faire était bien ou mal. Il est donc très improbable que Gwen ait inventé un jeu aussi complexe que celui d'épeler le mot « meurtre » avec les initiales de ses victimes. Ce n'était pas du tout son genre. Carrie affirme que chaque meurtre la rapprochait de Gwen. Elle se disait souvent « Je t'aimerai pour l'éternité ». Cette phrase s'est ensuite transformée en « Je t'aimerai pour l'éternité et un jour », puis « Je t'aimerai pour l'éternité et 2 jours ». Chacun des jours représentait un des meurtres. Après 5 meurtres, c'était « Je t'aimerai pour l'éternité et 5 jours ». Ça symbolisait le lien meurtrier qui s'était tissé entre elles. Mais Carrie est bientôt dépassée par les événements. Cathy a affirmé avoir pris part à ces meurtres parce qu'elle était amoureuse de Gwen et qu'elle voulait obtenir son amour. Cathy a supposément joué le jeu jusqu'au moment où Gwen lui a demandé de tuer un patient pendant qu'elle montrait la garde. Cathy n'était pas prête à cela. Et c'est prétendument à ce moment qu'elle s'est arrêtée. Peu après, Gwen la quitte pour une autre femme. L'enquêteur Freeman est soulagé d'avoir enfin en main ce qu'il croit être la vérité. J'étais enfin tombé sur quelque chose qui mènerait peut-être à une arrestation. Le 23 novembre 1988, il amène Carrie au poste de police d'État du Michigan où elle subit un 2e test polygraphique. Elle voulait dire toute la vérité, afin de se réhabiliter aux yeux de l'enquêteur qui l'avait traitée équitablement. Carrie avoue son rôle dans les meurtres. Le test polygraphique a indiqué qu'elle disait vrai lorsqu'elle a raconté comment elle et Gwen ont tué plusieurs patients à la maison de soins où elle travaillait. L'histoire qu'elle racontait aux policiers était rigoureusement vraie. Le docteur Parmentier est en quelque sorte venu à ma rescousse. J'ai simplement démontré que son instinct face aux déclarations de Cathy ne l'avait pas trompé. Nous avions affaire à des femmes très instables, dont les motivations sont différentes de celles qui animent la plupart des gens. Il était donc possible qu'elles aient commis ces meurtres. C'était difficile à dire. En octobre 1988, à Walker, au Michigan, les enquêteurs soupçonnent Carrie Wood et Gwen Graham d'avoir tué 5 patients d'une maison de soins, mais n'ont aucune preuve d'acte criminel. Tom Freeman voulait à tout prix poursuivre l'enquête. Il était convaincu que des crimes avaient été commis. La plupart d'entre nous croyaient qu'il s'était effectivement passé quelque chose, mais nous ne savions pas comment faire progresser l'enquête.
Il nous fallait des preuves. Nous avons enquêté sur les 5 patients qui étaient morts et nous avons appris que 3 d'entre eux avaient été incinérés. Nous avons donc envisagé d'exhumer les corps des 2 autres dans le but de trouver des preuves matérielles. Grâce au témoignage de Cathy, nous avons réussi à obtenir des mandats d'exhumation pour déterrer les corps de 2 victimes. Le médecin légiste examine les 2 corps à la recherche d'indices témoignant d'un meurtre. Les autopsies n'ont révélé aucune preuve qui aurait pu indiquer que les patients avaient été tués par Cathy ou Gwen Graham. Nous nous sommes tous regardés, l'air de dire « Qu'allons-nous faire maintenant ?» Nous n'avions comme preuve que le témoignage d'une personne et quelques commentaires étranges des employés du Alpine Manor. Nous étions presque dans un cul-de-sac. Ils ont exhumé et examiné les corps. Le médecin légiste a changé la cause du décès sur les actes de décès de mort naturelle à meurtre, sans détenir aucune preuve de meurtre, à part le témoignage de Cathy Wood. Je crois que cette décision a fait du tort à la médecine légale, car elle n'était pas objective, elle n'était fondée sur aucune preuve tangible. Les actes de décès d'Edith Cook et de Marguerite Chambers indiquant maintenant un homicide comme cause du décès, l'enquêteur Freeman porte l'affaire devant le procureur. Nous avons obtenu des mandats d'arrestation au nom de Cathy et de Gwen Graham pour le meurtre des 2 présumées victimes. Le 4 décembre 1988, Gwen Graham est arrêtée au Texas pour le meurtre d'Edith Cook. Cathy Wood est arrêtée pour complot en vue de commettre un meurtre contre Marguerite Chambers et pour le meurtre d'Edith Cook. L'annonce de l'arrestation consterne les habitants de Walker, au Michigan. Non seulement notre petite ville, mais aussi toute la région de Grand Rapids était sous le choc. Comment tous ces meurtres ont-ils pu se produire dans notre communauté? Le procès est prévu pour le 11 septembre 1989. Au cours des semaines précédant le procès, des témoignages contradictoires viennent jeter un doute sur l'honnêteté de chacune des 2 accusées. Cathy est une menteuse pathologique. Même dans les situations où il est dans son intérêt de dire la vérité, elle continue de mentir. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est son narcissisme, son besoin d'attention qui la pousse à mentir et à manipuler les gens autour d'elle. Elle n'est pas complètement incapable de dire la vérité, mais elle fonctionne très mal en société. J'ai quelquefois envie de dire que j'ai tout inventé. Ce serait beaucoup plus facile. Tout le monde en serait heureux, mais ce serait faux. Une des caractéristiques principales de la psychopathie, et elle s'applique certainement à Cathy Wood, est la capacité à manipuler les autres. Les psychopathes recherchent généralement des victimes qui présentent certains troubles, des gens qui ont d'importantes lacunes émotives. C'est en comblant ces lacunes que les psychopathes arrivent à contrôler leurs victimes. C'est certainement ainsi que Cathy Wood a réussi à manipuler Gwen Graham. Plusieurs raisons expliquent la tendance qu'avait Gwen à se lier à des déviants. D'abord, ce sont les seuls qui accepteraient d'entrer en relation avec elle. Les gens sains d'esprit seraient incapables de fréquenter une personne qui vous aime puis vous déteste l'instant d'après. Une personne d'humeur aussi changeante, qui vole chez vous et qui s'attend tout de même à ce que vous l'aimiez. Plusieurs facteurs inconscients entrent aussi en jeu. Les gens comme Gwen recherchent souvent d'autres psychopathes pour les compléter. En tentant d'éclaircir l'affaire, les autorités doivent faire face aux troubles mentaux de Gwen. Gwen Graham présente deux profils complètement différents.
Physiquement, c'est une femme plutôt jolie. Elle n'est pas très grande et son visage est presque angélique. Elle semble timide, réservée, émotive et très gentille. Mais dans certaines situations, et surtout lorsqu'elle boit, elle devient presque masculine. Elle ressemble à ces femmes qui aiment se battre, qui perdent facilement leur calme et qui ne reculent devant rien. Et lorsque son état limite se manifeste, elle n'éprouve aucun remords. Les gens atteints d'un trouble de personnalité limite n'ont pas de surmoi, comme disent les psychanalystes. Ils savent faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, contrairement aux psychotiques, qui croient constamment qu'on leur en veut. Mais les gens ayant une personnalité limite sont incapables d'interagir normalement avec les autres. Gwen n'est dirigée que par ses envies, car il lui manque ses inhibitions, cette partie de l'esprit qui nous avertit lorsqu'il y a des ennuis à l'horizon. En avril, Cady conclut une négociation de peine. En échange de son témoignage contre Gwen, elle fera face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre et à un autre de meurtre au 2e degré. À partir du témoignage que Cady a livré pendant l'interrogatoire préliminaire, Gwen fera face à un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre et à 5 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. Gwen continue d'affirmer son innocence et soutient qu'aucun crime n'a été commis. Si ce procès a eu lieu, c'est parce que Gwen Graham a quitté Katy Wood et est déménagée. Katy a juré de prendre sa revanche contre Gwen. Et elle s'est donné beaucoup de mal pour le faire. Ce procès, c'est sa vengeance. Gwen n'avait pas d'antécédents de meurtre. Ses seuls antécédents judiciaires étaient des batailles de bar. Il est donc difficile de savoir si elle a vraiment commis ces crimes. Aurait-elle pu commettre un meurtre? Peut-être. Le 11 septembre 1989, à Walker, au Michigan, Gwen Graham comparaît en cour pour le meurtre de 5 patients de la maison de soins Alpine Manor. Gwen proclame son innocence, mais son ancienne petite amie Cady Wood prétend avoir agi en tant que complice. En l'absence de preuves matérielles, le procureur fonde sa stratégie sur le témoignage de son témoin principal, Cady Wood. Le procureur fait grand état du trouble de la personnalité limite grave dont souffre Gwen Graham. Il est possible que Gwen ait commis ces meurtres, puisqu'elle a de fortes tendances agressives. Elle souffrait d'un trouble de personnalité limite grave. Il est donc plus probable que quelqu'un l'ait entraînée à commettre ces crimes. Mais les experts sont incapables d'affirmer de façon certaine qu'elle a planifié les meurtres. Étant donné que Katy semblait être plus intelligente et plus apte à la planification, il serait plus probable qu'elle, et non Gwen, ait été l'instigatrice de ces crimes. Il considère la possibilité que Cady ait inventé l'histoire de meurtre de toutes pièces afin de se venger. Ça semble plutôt improbable, puisqu'elle s'incriminait aussi en accusant Gwen. Mais il s'agit ici de personnes exceptionnellement déviantes. Il n'est pas impossible qu'elle se soit résignée à passer 20 ans de sa vie en prison seulement pour se venger. Si elle a risqué la prison, c'est qu'elle s'imaginait que si Gwen était condamnée, et qu'elle l'était aussi, Gwen aurait besoin d'elle en prison. Elle aurait ainsi la chance d'exercer son emprise sur elle et de l'avoir de nouveau comme petite amie. La santé mentale de Cady n'est pas mise en cause au cours du procès. J'ai tenté d'aborder la question de la santé mentale de Katy Wood, mais la Cour m'en a empêché. Or, la Cour a permis au procureur de la défense d'étayer son dossier en s'appuyant sur des faits concernant l'enfance malheureuse de Katy, afin de gagner la sympathie du jury.
L'inquiétude gagne les enquêteurs. C'était un procès très difficile, car nous n'avions pas beaucoup de preuves. Il aurait été plus facile de pouvoir présenter des preuves matérielles ou un aveu, mais nous n'avions rien de cela. C'était difficile. Nous n'avions aucune preuve matérielle. La seule preuve, c'était le témoignage de Katie Wood, qui était pour le moins ridicule. Le 13 septembre 1989, le témoin principal du procureur se présente à la barre. Elle a tenté de pleurer afin d'attirer la pitié, comme un ange déchu qui tente de redresser ses torts, mais c'était encore une tentative de manipulation. Elle a manipulé le jury, elle a manipulé le procureur et elle a manipulé la police. Chaque jour, je me réveille en pensant au mal que j'ai causé à tous ces gens à cause de mon égoïsme. Je devrais vivre avec ça pour le reste de mes jours. Je doute fort que, même maintenant, elle n'éprouve de véritables remords face à la mort de ces êtres humains. Elle en est psychologiquement incapable. La mort de ses patients n'est qu'un effet secondaire de sa relation avec sa petite amie. J'ai vu clair dans son jeu. Les seules personnes qui ont été bernées se sont laissées manipuler. Puis, un témoin surprise vient ébranler le peu de certitude que l'on a. C'était sans doute l'un des dossiers les moins solides sur lesquels j'avais travaillé. Nos arguments étaient très faibles, jusqu'à ce que nous puissions interroger la petite amie de Gwen Graham. On a effectué sur le témoin du Texas une analyse rétrograde, ce qui, en langage courant, veut simplement dire hypnose. La petite amie de Gwen répète une histoire que Gwen lui a racontée lorsqu'elles habitaient ensemble au Texas. L'histoire corrobore la version des faits de Katie Wood. Elle était absolument identique à ce que Katie m'avait raconté, bien que les deux femmes vivaient à près de 2000 kilomètres l'une de l'autre. De plus, il était évident que les deux femmes ne s'étaient jamais parlé. Elle a raconté la même histoire que Katie Wood. C'était extraordinaire. Gwen Graham lui avait sans aucun doute dit la vérité sur ce qui s'était passé. Les témoignages livrés sous hypnose ne sont pas recevables en cours. Le procureur est donc allé bien au-delà de ses obligations éthiques. Le 20 septembre 1989, Gwen Graham est reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Elle écope de 6 peines de prison à vie. Gwen Graham était absolument démolie par le verdict. Elle savait qu'elle n'était coupable de rien et que le procès avait été bâclé. Nous nous étions battus corps et âme pendant ce procès. Le verdict l'a complètement démolie. On a demandé aux jurés « Quel est votre livre préféré ?» La moitié d'entre eux a répondu « La Bible ». Gwen est désespérée à l'idée de purger 6 peines de prison à vie. Ses avocats et elle sont scandalisés de constater que le verdict a été prononcé sans aucune preuve matérielle de crime. Je suis innocente, mais je ne peux pas le prouver, comme ils ne peuvent pas prouver que je suis coupable. Katie Wood plaide coupable au chef d'accusation de meurtre et de complot. Elle écope de 20 à 40 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Elle était prête à se livrer à la justice pénale afin de pouvoir atteindre ses buts diaboliques. Le procès de Gwen Graham a été bâclé. Elle a été traînée en cour et condamnée en raison de ses choix de vie et ses révoltants. Ma cliente passera le reste de ses jours en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Je crois que Gwen Graham est
la grande perdante dans tout ça. Elle n'est pas du tout la psychopathe cruelle, violente et sans cœur que Kathy Wood a décrite. Gwen n'était qu'une complice volontaire, ou même peut-être non volontaire. Elle a été manipulée. Le plus important, c'est qu'elles sont maintenant incarcérées et qu'elles ne pourront plus récidiver. C'est tout ce qui compte. C'est trop tard pour Margaret Chambers et pour toutes les autres victimes, mais c'est juste à temps pour d'autres éventuelles victimes. Il semble que justice ait été faite. Mais il subsiste toujours un doute. Peut-être que ça s'est passé différemment. Peut-être Kathy Wood a-t-elle joué un plus grand rôle dans ces meurtres. Je crois bien qu'elles ont commis ces meurtres, mais je n'en suis pas parfaitement sûr. Kathy Wood est emprisonnée au Tallahassee Federal Correctional Institute. On lui a refusé la libération conditionnelle en 2005. Gwen Graham, quant à elle, purge sa peine au Robert Scott Correctional Institute, au Michigan. C'est une des plus grandes erreurs judiciaires dont j'ai été témoin en tant que reporter. Tant qu'elle refusera de dire la vérité, tant qu'elle cachera cette vérité, je resterai sous son emprise complète. C'est une question de contrôle, de vengeance, et aussi de mettre à exécution ces menaces. Si tu me quittes, je te ferai enfermer pour le reste de tes jours. Gwen l'a laissé et Kathy l'a fait enfermer pour le reste de ses jours. Elle a tenu sa promesse.